On ne parle que de ça, on l'a connue grâce à son sourire de Miss France. Mais aujourd'hui, elle veut raconter comment son pays s'est relevé après le drame du génocide. Bonjour Sonia Rolland. Bonjour. Merci d'être au Figaro. Votre pays, c'est le Rwanda. Vous réalisez ce documentaire pour France O et TV5 Monde. Rwanda, du chaos au miracle. Ce pays, vous y êtes né. Vous racontez donc comment, après le génocide de 1994, ce pays s'est transformé en un temps record. Ouais. La seule critique qu'on voit, et comme ça on l'évacue tout de suite, c'est de vous dire que vous avez mis l'accent sur vraiment ce qui a marché. Aujourd'hui, la situation du pays, le Rwanda, on en est où? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut encore faire et très vite? C'est un pays qui a une progression phénoménale depuis 20 ans, mais qui quand même reste encore un pays à développer. Il y a plein de choses, plein de secteurs encore à développer, mais l'idée même de créer une nation avec une unité nationale, je trouve que c'est quand même, c'était un pari fou mais réussi. On sent bien que chaque habitant a une histoire directe ou indirecte avec ce génocide. Vous n'étiez pas physiquement dans le pays au moment du drame, et pourtant, j'imagine que ça vous a marqué. À quel point, aujourd'hui, quand vous y repensez, ça vous marque? Ça me marque parce que l'exil, je l'ai vécu quand même. Quand on habite au Burundi, qui est un pays vraiment limitrophe, c'est comme la France et la Belgique, et qu'il se passe la même situation, en fait tragique, mais qui arrive un peu plus doucement dans le pays, c'est quand même des alertes. Vous en aviez conscience, vous aviez Moi, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, et puis on était très conscients politiquement, en fait, de la situation. Même à cet âge-là. Mais bien sûr, on était très politisés. Très politisé. Et puis, déjà, nous, on avait quitté le Rwanda pour des raisons assez simples. C'est qu'en 89-90, c'était les prémices déjà d'un nouveau mouvement, en fait. Le FPR voulait quand même rentrer au pays. Et donc, la diaspora tutsi et rwandaise de l'extérieur était quand même au courant de tout ce qui allait plus ou moins se passer, sauf le génocide, évidemment. On ne pouvait pas imaginer qu'un tel drame allait arriver. Ce qui est très fort, incroyable au premier sens du terme dans le documentaire, c'est le pardon. Ah oui, non, on va en parler, on va regarder un témoignage justement d'une des rescapées que vous avez pu interroger. Ma famille a été exterminée et je vois les voisins qui étaient pour moi comme des tantes, comme des oncles. Et c'est eux qui ont fait ça. Mais à la fin, en fait, j'ai vu que je ne pouvais pas en vouloir à ces gens, quand j'ai été libérée, parce que j'étais hantée aussi par la haine, je peux dire. Mais à la fin, j'ai vu que c'est tous ces gens-là qui ont participé à l'extermination de Tutsis. Ils ont été manipulés, ils ont été trompés par le gouvernement. Je n'en veux pas. J'en veux mon gouvernement, oui, mon ex-gouvernement, parce que c'est eux qui ont organisé tout ça. Donc, j'ai fini par les pardonner. Et en les pardonnant, d'ailleurs, je me suis pardonnée moi-même, parce que j'ai été libérée par cette haine. J'ai été libérée, en pardonnant, je suis devenue quelqu'un d'Oumulissa, le nouveau Oumulissa d'avant génocide. Elle le dit, j'ai vu que je ne pouvais pas en vouloir à ces gens. Pour des gens justement comme moi qui n'ont pas connu un tel drame, c'est difficile à entendre, à comprendre. Comment vous l'expliquez-vous? Je pense que c'est aussi parce que c'était hier, 94, oui, c'était hier, c'était il y a 20 ans. Et c'est surtout, non, mais c'est une vraie leçon d'humanité, de courage. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'interroge depuis plusieurs années. Hein. C'est comment on pardonne à son voisin, comment on revit avec l'autre. Qui a enlevé sa famille ou même qui m'a fait du mal. Et en fait, il y a aussi un truc qui me questionne aussi sur nos sociétés à nous. C'est vrai que là, on parle clairement d'identité, on parle clairement d'une chose qu'on leur a enlevée, que la colonisation leur a enlevée. Et le fait de retrouver cette identité qu'ils avaient perdue depuis des années,
ça leur a apporté une certaine confiance et aussi une certaine... le pardon, c'est quelque chose qui vient avec un apprentissage aussi de l'histoire, de soi-même, la remise en question. C'est un pays qui a réussi à se remettre en question. Ça, c'est un sujet que nous, dans nos sociétés dites très évoluées, il faudrait qu'on... C'est l'humain au cœur du débat qui nous manque. Au contraire, un épisode comme ça aurait plutôt tendance à exacerber une espèce de violence qu'on aurait tous. Oui, mais je pense qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces questions-là ont dû être soulevées, c'est évident. Vous-même, vous avez déjà éprouvé un sentiment de haine face à cette histoire ? Écoutez, de la haine, non, mais parfois à l'égard des observateurs extérieurs qui, pour le coup, n'y mettent aucune humanité dans leur écriture ou dans leur observation, j'ai parfois eu du mépris pour ces gens-là, parce que je me disais, c'est une manière d'insulter un peuple et de nier complètement tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors effectivement, le problème est tellement complexe qu'on ne veut pas y mettre de la complexité dans la lecture et dans l'écriture. Et c'est ça qui est compliqué à faire admettre aux journalistes que j'ai en face de moi et qui, d'ailleurs, ont tendance à balayer ça d'un revers en me disant que finalement... voilà, on ne sait pas tout, on n'est pas sûr de tout. Mais du coup, je leur dis, mais faites votre expertise dans ces cas-là. Moi, je l'ai faite. Je suis partie avec ma caméra, j'avais pas de financement. Je suis partie avec une équipe. Et j'ai eu la chance d'avoir deux belles chaînes qui m'ont suivie par la suite, mais il fallait quand même pouvoir entreprendre la démarche, qui n'était pas franchement évident, surtout quand on s'appelle Sonia Rolland, qu'on est comédienne et ancienne Miss France. Alors je peux vous assurer que je partais vraiment perdante. Et finalement, j'étais tellement convaincue que j'ai réussi mon projet, quoi. On est très loin, évidemment, je le rappelais en introduction, de la futilité de Miss France, évidemment. Vous avez été Miss France en 2000. On a quand même retrouvé une déclaration intéressante. Vous avez dit « J'ai fait Miss France par défaut. Je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie d'échapper à un destin qui m'attendait. » Quel est justement le lien entre cette phrase-là et justement ce drame de votre pays, ce que vous racontez dans le film? Est-ce que très tôt, vous vous êtes dit « Il faut absolument que je m'affranchisse de ça » ? Vous savez, quand vous arrivez à 13 ans, dans une petite ville de 5000 habitants, au milieu de la Bourgogne, vous êtes la seule famille de Noirs, votre père est resté en Afrique pour essayer de sauver ce qui lui reste, c'est-à-dire son imprimerie, et qui revient bredouille 2 ans après. Ma mère essayait de trouver du travail, elle est noire, elle ne trouvait pas de travail. C'est une réalité en France encore aujourd'hui, auquel peu de gens veulent être confrontés, mais c'est un sujet aussi dont il faut parler. Et tout ça, ça a été, c'est ce qui m'a construit. Et en fait, quand je reçois l'opportunité de me présenter à Miss Bourgogne, je me dis, mais j'ai envie d'échapper à ce destin précaire qui m'attend. Et je l'ai saisi vraiment comme une opportunité. Après, j'ai joué ma carte. Je pense que je n'ai pas insulté mon destin. J'ai fait mon job, comme dirait n'importe qui fait son job. D'ailleurs, j'ai fait mon job de Miss. Et puis, surtout, je me suis tenue à une rigueur dans le travail depuis, et qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Je suis contente. Vous évoquiez le racisme. C'est important aussi pour vous d'en parler avec votre exemple de réussite. Clairement, en ce moment, en France, on sent une espèce de parfum de conservatisme, parfois d'intolérance et aussi justement de racisme. Vous le ressentez aussi comme ça, là, en ce moment ? Je le ressens, oui. Moi, je dirais que j'ai la chance de faire partie du haut du panier. Mais je pense aux gens qui, justement, subissent ça au quotidien, qui subissent le délit de faciès, le délit de tout, d'existence même. Et surtout ceux qu'on a niés depuis tellement d'années et qui, aujourd'hui, s'expriment de manière très violente. Je dirais pas que, malheureusement, tous ces gamins qui se lancent dans cette espèce d'idéal romantique, djihadiste ou je sais pas quoi, enfin, c'est des gamins qui n'ont pas été entendus, je pense, pendant très longtemps. J'en ai fait partie. Mais j'ai eu la chance, moi, à 18 ans, d'être sauvée par autre chose. Et je sais qu'il y a énormément de gamins qui souffrent en France de ne pas être entendus. Et j'aimerais vraiment que les politiques, au lieu de s'occuper réellement de leur mandat, ils devraient s'occuper plutôt du long terme en France et des questions qui vont poser problème dans pas très longtemps et qui posent déjà problème aujourd'hui.
Il y a une partie de la population qu'on a complètement niée en France depuis bien longtemps. Il y a 15 ans, quand j'étais Miss France, je me retrouvais à la table de préfets, de politiques, d'artistes et tout ça. Et j'entendais des choses complètement absurdes. Et je me disais, mais la politique en France, c'est une histoire d'élite aristocratique qui n'a pas conscience de ce qu'est la France réellement, en province, dans les UP, dans les ZEP, peu importe. Mais la France, c'est pas celle qui, pour le moment, nous représente réellement. Enfin, moi, je me sens pas... j'ai toujours un pied à Cluny, dans le 71, j'ai toujours un pied chez ma mère, et je me rends compte que les gens souffrent en silence, en fait. Voilà. Mon père, avant de partir, me disait « Sonia, toi, en tant qu'artiste, fais ton job, mais en tant qu'humaniste, fais aussi ton travail. » Il y a des sonnettes d'alarme à enclencher, là, parce qu'il y a Comment vraiment faire des choses... Vous pourriez aller jusqu'où? Vous pourriez embrasser la politique? Non. Non, parce que je me rends compte, en fait, que c'est une affaire de famille. Et ce genre de famille ne m'intéresse pas, en fait. J'aimerais, en tout cas, avoir un devoir de citoyenne. Je vote, je paye mes impôts, je fais comme certainement vous. Et donc, là, déjà, je fais mon devoir. Après, je pense que ceux qui nous représentent, qui sont payés par nous, sont des prestataires de services, devraient vraiment rendre ce travail-là au lieu de penser simplement à leur carrière et à leur cumul de mandats et autres. On peut s'inspirer donc de l'exemple du Rwanda grâce à votre documentaire « Rwanda du chaos au miracle ». C'est le 26 novembre à 22h30 sur France O. C'est aussi diffusé sur TV5 Monde et à retrouver en replay sur Plus, comme on dit, pour ceux qui ne seront pas devant France O mercredi soir. Merci beaucoup Sonia Rolland d'être venue au Figaro. Merci.